Bonjour à tous. Bon, on est arrivé tout juste à l'heure avec précipitation. On est venu nous chercher au stand, on ne voyait pas l'heure passer dans toutes ces discussions. Merci d'être venus nombreux ce matin pour cet atelier sur les études préalables auprès des publics. Je vais me présenter rapidement et présenter les intervenants. Et je vais leur laisser la parole assez rapidement parce que le contenu est assez dense et j'aimerais qu'on garde 4-5 minutes de questions. C'est moi qui ai la main. Donc je remercie, alors j'ai pas toutes les photos parce que Olivier ne voulait pas, Olivier Richard, responsable de projet Universource, ne voulait pas nous laisser sa photo, mais vous l'avez quand même en réel et pas en virtuel. Bertrand Mazera, qui est chef de projet au nouveau musée, au musée d'art et d'histoire de Genève. Nathalie Candito, service expérience utilisateur au musée des Confluences. Et tu pourras ajouter après d'autres choses, je crois pas que j'ai oublié dans la présentation. Et puis en dernier, Pierre Croiset, qui est directeur des décodeurs associés et qui parlera là au nom d'une étude qu'on a réalisée pour le Muséum national d'histoire naturelle. Donc rapidement, en quelques minutes, moi Olivier Loire, un directeur de l'Institut GC. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ça fait 6 ou 7 ans qu'on organise un atelier et qu'on présente différentes études qu'on peut réaliser. On est un institut basé à Rennes, on est 6 collaborateurs aujourd'hui, avec des profils sociologues, anthropologues, statisticiens, économètres. Et on est spécialisé dans tout ce qui est études qualitatives, quantitatives. Alors quand je dis qualitative, ça va être des focus group, des observations, des entretiens. Que ce soit sur place, maintenant on fait aussi des tables rondes virtuelles à distance. Et aussi on fait beaucoup, même si c'est plutôt la dominante dans nos activités, plus quanti, parce que la demande des études se fait quand même beaucoup là-dessus, sur des questionnaires que l'on diffuse, soit auprès de public, de visiteurs, d'habitants, d'usagers, sur tout type de projet. Donc notre secteur privilégié, le secteur culturel, les musées, les théâtres, les festivals qui viennent de reprendre cette année où on n'en faisait plus depuis 2 ans. Et après, maintenant, on travaille aussi depuis une dizaine d'années sur tous les autres secteurs, ce qui est enrichissant parce que ça permet aussi de mettre en place des méthodologies et des demandes particulières et spécifiques. Voilà. Donc voilà, quelques exemples quand même que je voulais vous montrer, même si vous pouvez aller sur notre site, vous aurez l'ensemble des références. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 250 lieux ou événements culturels depuis 2005. Donc là, c'est les dernières, pour vous montrer quelques exemples. Par exemple, pour la Fondation Hélène et Édouard Leclerc, on a fait une étude de notoriété auprès d'un panel d'habitants du Grand Ouest. Pour le musée Guimet, en ce moment, on réalise une étude de public avec au préalable des entretiens et des observations, notamment qui ont été réalisées par Gaëlle Le Saffre, si vous connaissez, qui est une consultante externe spécialisée en muséo et notamment sur le numérique. Pour le musée des Confluences, là notamment l'étude qui va être présentée après sur une étude de notoriété aussi auprès des habitants du Rhône, dans Rhône-Alpes. Universcience, un autre exemple, on fait un baromètre des événements, de tous les événements de la Cité des Sciences depuis maintenant 6 ans. Voilà, une autre type d'étude, c'est une étude prospective qu'on a faite dans le cadre d'un futur lieu qui n'est pas encore sorti de terre, pour le Grand Palais et pour la RMN et Universcience, où on a fait tout un travail qualitatif, un benchmark, des focus group auprès des familles, des entretiens, et puis un autre projet qui n'a rien à voir, qui est toujours en cours, sur un baromètre de l'esprit critique. Vous avez peut-être vu passer des choses. On a interrogé 3000 Français sur cette thématique-là, donc avec un questionnaire assez dense. Voilà, puis je passe vite, mais d'autres exemples. Là, on travaille sur la Corse. On fait toutes les études sur les musées de Corse en ce moment. C'est intéressant, ça nous fait aussi voyager. On avait peu voyagé pendant 2 ans, mais là, du coup, on ne connaissait pas la Corse, donc c'est une belle mission qui va démarrer. Là, on est en train de mettre en place pour une douzaine de lieux toute une étude. Enfin, chaque lieu aura son étude, donc c'est assez complexe. En plus, ils ont des méthodes de travail qui sont un peu différentes. Donc voilà, donc c'est un beau challenge. Voilà, on fait le baromètre du CMN, du MUSEM,
et puis d'autres types d'études. Et vous pourrez aller retrouver tout ça sur notre site. Je laisse la parole puisqu'aujourd'hui, je voulais axer sur les études préalables. On fait souvent des études a posteriori de la mise en place des projets, ou quand les publics sont déjà sur les lieux ou dans une exposition. Là, on voulait se dire, et ça devient de plus en plus régulier, on nous demande d'intervenir en amont, en cadre de projets, refonte d'une grille tarifaire, refonte d'un PSC, création d'un nouveau lieu, etc. Donc c'est des études qui sont très intéressantes et qui permettent de cadrer des fois les projets et que nous, on trouve indispensables finalement. Donc c'est ça sur lequel je voulais axer la présentation aujourd'hui, en présentant 4 types d'études. Donc je vais laisser la parole à Bertrand, qui va démarrer, Bertrand Mazera, pour le Musée d'art et d'histoire de Genève, sur l'étude qu'on avait réalisée en 2020. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, je veux bien le machin. Merci. Bonjour. Donc, je suis Bertrand Mazera, je suis responsable du développement du projet d'un nouveau musée d'art et d'histoire à Genève. Et sur la photo, j'essayais de ressembler à Olivier Richard. Bref, le contexte de l'étude tout d'abord, c'est celui de la redéfinition en cours d'un musée ancien. À la différence de mes collègues qui viennent de musées adolescents, notre musée a été inauguré en 1910 et il émerge comme une des principales institutions suisses en termes de fréquentation et de collection. Et c'est aussi, et le aussi est important, un marqueur de l'identité genevoise assez essentiel. Et ça a un intérêt tout particulier dans le cadre de cette étude. C'est important parce que Genève, ça n'est pas la Suisse. En tout cas, les Genevois défendent une spécificité au sein de la Suisse. Et c'est encore moins la France, qui est pourtant toute proche. Et c'est Talleyrand qui disait il y a 5 continents et Genève. Et vous le verrez dans la suite de l'étude, ce tropisme est assez intéressant quand on essaie de se projeter sur ce que doit ou devrait être le musée d'art et d'histoire de demain et à quel public il devrait s'adresser. Bref, l'EMH, c'est ça, donc 1910, et puis c'est un musée qui depuis 25 ans sait qu'il a besoin d'être rénové et agrandi, 25 ans au moins, et il y a eu en 2016 l'échec d'une première tentative, portée, attention, l'image est effrayante, dans le cadre d'un projet qui avait été amené par Jean Nouvel, et qui a fait l'objet d'une votation d'initiative populaire et qui a été finalement refusée. Donc on est reparti au tout début avec une commission d'experts dans laquelle était présent justement le musée des Confluences, le musée du Louvre, etc., pour essayer de donner des orientations souhaitables pour ce nouveau projet. Un nouveau directeur a été recruté en 2019 en la personne de Marc-Olivier Valère. Et donc on est relancé et un nouveau projet devait se définir et l'échange en était là lorsque GC est intervenu chez nous. Alors, les enjeux de cette étude. Les enjeux de cette étude, donc 2020, l'étude est conduite par GC et un nouveau projet scientifique, nous on dit un concept de musée en Suisse, commençait sa redéfinition et on était aussi dans une étape préliminaire de programmation architecturale. Dans la perspective d'un concours, je vous en parlerai si vous le souhaitez après, qui sera lancé normalement l'année prochaine. Donc dans ce contexte de relance, on a souhaité lancer cette étude avec 2 objectifs, 2 chantiers. Celui de la définition du projet culturel et, je viens de le dire, de la programmation architecturale. Donc il y avait à la fois des problématiques quantitatives de dimensionnement de l'établissement qui étaient en jeu à l'époque, avec la nécessité d'une anticipation de la fréquentation potentielle, de la zone d'audience, et puis des problématiques qualitatives en lien cette fois avec le positionnement du musée d'art et d'histoire, l'expérience de visite qu'il voulait faire vivre. Il y en avait beaucoup de choses à examiner et à tester. Voilà pour le contexte. Je t'ai vu regarder ta montre, il me reste encore combien de minutes? 5. C'est parfait. La méthodologie. La méthodologie, elle était plurielle. Donc il s'agissait d'une part, et c'est ce qu'on avait convenu avec GC, d'examiner les attentes du public à l'égard de ce nouveau musée d'art et d'histoire,
le positionnement du musée dans le contexte culturel genevois existant, et puis les modes d'adaptation au contexte futur. Donc 3 axes méthodologiques, une enquête auprès des publics du Grand Genève, dans le cadre d'une enquête en ligne auprès de 805 personnes, une enquête en face-à-face auprès de 138 touristes étrangers rencontrés en ville, et un questionnaire renseigné par 250 visiteurs au musée au sortir de leur visite. Ces 3 protocoles avaient été complétés par un important recueil de données de cadrage, par un benchmark, et puis une analyse des éléments d'information touristique existant à propos du musée d'art et d'histoire, tant en ligne que dans les guides papier. Donc ça, c'était l'approche méthodologique. Concernant ça, il est important de préciser qu'à Genève, en 2020, on a eu une épidémie mondiale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, alors nous on a eu ça, et néanmoins j'essaie, et je souligne leur pugnacité, a réussi à avoir des panels satisfaisants, en tout cas suffisamment significatifs pour pouvoir exploiter les résultats. Le touriste était plutôt rare, cela dit, mais on en trouvait en cherchant bien et en retournant toutes les pierres. Alors, les enseignements de l'étude. Alors, avant de parler des usages, je pense qu'il est important de parler des enseignements. Il y a eu plusieurs bénéfices, et d'ailleurs pas forcément là où on les attendait. Il y a eu d'abord des bénéfices assez tangibles, évidemment des évaluations chiffrées des publics potentiels, taux de captation, données touristiques, etc. Ça nous a d'ailleurs permis d'avoir une photographie un peu plus juste de l'image que les gens ont de nous, au-delà des fantasmes qu'on se fait de notre propre établissement et des représentations qu'on en a. C'est vrai que c'était aussi l'occasion d'avoir un retour d'image qui était intéressant et qui nous a permis d'identifier des faiblesses. Elle est aussi très pragmatique, hein, un déficit patent de signalétique en ville, par exemple. GC était en situation de visiteurs touristes, donc effectivement ils ont pu s'égarer sans jamais nous trouver, donc c'était quand même une indication intéressante. Des faiblesses concernant la lisibilité de notre identité. Le MH, c'est un musée, mais c'est aussi 4 autres lieux qui sont associés sous un même étendard. Des faiblesses concernant le relais offert à l'image du MH de la part des opérateurs touristiques. Nous avons eu donc tout le loisir de nous crêper le chignon avec l'Office du tourisme après votre passage. Des faiblesses concernant la mise en valeur du MH, à l'époque en tout cas, sur le web. Et les choses ne sont pas abouties, mais beaucoup de choses ont été mises en œuvre depuis. Et un site internet sera lancé à l'automne. Et puis des forces aussi et des potentialités importantes. Une bonne image, un taux de recommandation de qualité de la part de ceux qui nous fréquentent, une bonne notoriété auprès des Genevois et la potentialité d'une audience élargie et puissante dès lors qu'on réviserait notre positionnement. Et c'est là effectivement où la question des usages de l'étude se pose. Cette dernière minute sera tout à fait rentabilisée. Si je retrouve la bonne page. Oui, les usages, c'est essentiellement ceux d'un effet de levier. Il y a sans doute d'autres effets dans cette étude, mais j'insiste sur celui-ci parce qu'il constitue, à mon avis, une des caractéristiques du travail qui a été fait et puis de notre situation. Donc, notre musée est une institution municipale et dès lors, il y a une dimension politique forte au cœur du projet, ne serait-ce qu'en considérant l'éventualité d'un nouveau référendum lorsqu'un nouveau projet architectural va être soumis. Dès lors, le fait d'élargir l'assiette potentielle des visiteurs du musée au-delà, on en parlait tout à l'heure, des citoyens genevois, c'est-à-dire à l'adresse des non-votants, des Vaudois, des frontaliers, donc forcément donc du Grand Genève, évidemment, il y a un sujet stratégique qu'on doit traiter avec nos tutelles. Et l'étude, pour ça, a vraiment quelque chose d'important pour nous, parce qu'effectivement, elle donne à voir des logiques de territoire très très différentes, et elles montrent très clairement que l'avenir du musée d'art et d'histoire ne peut pas se considérer dans le seul périmètre de la ville. Donc cette approche prospective, elle a permis de décentrer un petit peu le dialogue, peut-être pas encore suffisamment, mais il y a quelque chose qui est né des résultats. Autre confirmation d'intuition qui s'est vue documentée, c'est celle de notre positionnement à l'égard de l'expérience que nous envisageons de proposer au public et des usages, je suis navré pour mes collègues, on en parlait aussi tout à l'heure, les usages que nous souhaitons proposer dans le musée réouvert. On développe en effet depuis quelque temps le postulat d'une évolution forte de la place des musées dans les sociétés
contemporaine et surtout des décennies à venir, au croisement des grandes transitions digitales, démographiques, environnementales qui sont en train de se jouer. Et dans cette démarche prospective, je réutilise le mot, on est vraiment en train d'imaginer d'autres manières d'être dans le musée et à ce titre-là de situer d'autres usages avec une plus grande mixité qui remet quand même toujours un lien avec le monde de la création et des arts. Donc on est vraiment dans ce travail de prototypage. On est en train de travailler à des espaces de tiers-lieux, à des nouvelles manières d'approcher l'exposition. D'ailleurs, dans la suite de l'étude, qui nous indiquait que les 2/3 des visiteurs auraient payé plus cher seraient quand même entrés si le billet d'entrée avait été plus cher. Suivant vos prescriptions, on a tout rendu gratuit pour justement éprouver de nouveaux usages et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc voilà, dans cette étude-là, des effets de levier intéressants, des intuitions confirmées, et puis voilà, d'autres hypothèses d'expérience qu'on a pu tenter ces derniers temps. Voilà, j'ai déjà fait beaucoup trop long. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne, c'est ça? Très bien. Bonjour, Pierre Croiset. Je suis assistant en maîtrise d'ouvrage spécialisé en médiation numérique culturelle et j'interviens actuellement pour le compte du Muséum national d'histoire naturelle avec ma collègue qui s'appelle Suzy Macario, que peut-être certains d'entre vous connaissent, sur un projet qui a à voir avec la concrétisation d'une feuille de route numérique. C'est-à-dire que, pour situer le contexte, le muséum a conscience que son offre commence à être de plus en plus en décalage avec les attentes et les pratiques des publics, notamment parce qu'il s'agit surtout, vous les connaissez, hein, de collections ou de sites ouverts en extérieur, avec des objets, des éléments, qui finalement disposent d'assez peu d'outils de médiation attendus par les publics, en particulier en matière numérique. Donc il y a une volonté de faire bouger cette offre et cette approche de médiation. Et donc ils ont une feuille de route stratégique et l'idée c'est de passer à l'action à un certain moment, en l'occurrence maintenant, avec 2 outils en ligne de mire. D'abord une malle pédagogique numérique qui sera à destination des enseignants, je l'évoque simplement pour que vous compreniez dans quelle logique on s'inscrit. Une malle pédagogique numérique qui sera disponible exclusivement en ligne à destination des enseignants du cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e. Donc ça c'est un projet à part. Mais ce qui nous a intéressé, qui a déclenché, qui a motivé le lancement de l'enquête du GC, c'était un autre produit, une autre proposition, un kit de médiation pour les familles. Tout part, et c'est important de le situer. Alors vas-y, on peut le mettre là, voilà. Donc ça, je ne vais pas vous le redire longtemps, mais on va revenir sur la méthodologie. Mais le kit de médiation pour les familles, initialement, son but, c'est de proposer une nouvelle expérience en direction d'un élément particulier qui s'appelle un enfant de 8 à 11 ans, dans un contexte de visite familiale très représentatif de la pratique des différents sites du muséum, et de voir comment on pouvait enrichir cette expérience de visite avec un nouveau support qui vienne valoriser les collections, qui vienne valoriser des animaux, en l'occurrence sur le parc zoologique de Paris, qui viennent valoriser des plantes dans des serres, des animaux empaillés, enfin des choses qui ne sont pas évidentes et qui puissent être gérées par les familles en autonomie. À partir de là, on s'est inscrit dans une méthode de concrétisation basée quand même sur un travail, alors on ne va pas employer les grands mots, mais quand même ça résume bien la démarche, en co-conception avec les équipes du muséum. Focalisé, parce que le muséum, vous savez, c'est une grande maison, focalisée sur les sites parisiens, la Grande Galerie de l'Évolution, la Galerie de Paléontologie Anatomie Comparée, le parc zoologique, le Jardin des Plantes, la ménagerie, etc. Et de travailler aussi bien avec les médiateurs qu'avec les responsables des directions, pour déjà se dire qu'est-ce que ça pourrait être qu'un kit de médiation. Donc on a fait un travail d'idéation dans un premier temps, qu'on a formalisé à travers un premier projet de cahier des charges, et c'est là qu'on a dit, bon maintenant il faut aller essayer de confronter ça aux attentes réelles, aux pratiques finalement des publics. Donc de là, il s'agissait d'aller tester. Alors la particularité peut-être de cette enquête, c'est pas, vous l'avez compris, une enquête comme ça, je vais dire qui sont donc nos publics et comment se comportent-ils. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment d'aller effectivement poser des questions générales pour savoir à qui on s'adresse, qui vient, quelles sont les attentes en termes d'expérience de visite, mais surtout en filigrane, parce que c'est pas complètement dit explicitement,
d'aller tester ce concept imaginé en interne et voir jusqu'où on pouvait aller, dans quelle direction on pouvait pousser un petit peu les feux, et si on était bon sur ce qu'on avait imaginé. Voilà en gros. À partir de là, si tu veux bien, Olivier. Donc, les enjeux sont les suivants. Ils sont très classiques finalement. L'idée de fond de tout ça, on est dans une, vous l'avez compris, dans une démarche qui est un peu nouvelle quand même au muséum. On a cette feuille de route numérique qui s'inscrit sur vraiment le long terme, sur plusieurs années, et là on est au tout début. Donc on va aboutir à des concepts, on va mettre en place des pilotes, on l'appelle comme ça en interne, on dit on va faire comme à la télé, on va faire des pilotes. Donc on va essayer de faire des propositions de médiation nouvelles, les meilleures possibles, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner quand même, tant au niveau des publics qu'au niveau de l'exploitation de ces dispositifs. Donc on va commencer par des premières versions, et puis on va les tester. Et alors comme on veut quand même maximiser les chances de succès, on va faire des tests avant de refaire des tests. Voilà, en gros. On a orienté le questionnaire en fonction de ça sur quelques points. Alors, il y avait plein de questions, mais il y avait quelques points qui nous intéressaient particulièrement. Tous orientés vers cette idée que ce n'est pas qu'un outil qu'on veut pratiquer, ça s'inscrit dans une expérience de visite qui va être nouvelle. Donc on veut savoir évidemment quels sont les supports vers lesquels les publics s'orienteraient de manière privilégiée. Évidemment, on veut savoir comment ils fonctionnent dans leur visite en famille, parce que finalement on le ressent mais on ne sait pas très bien. Et puis évidemment on a envie, c'est évident, d'aller creuser la piste de qu'est-ce que vous rêveriez d'avoir comme support de médiation. De là, GC intervient avec une étude qualitative et quantitative. Donc la méthodologie, Olivier, dans les questions tout à l'heure, saura beaucoup mieux répondre à ça que moi, parce que c'est son métier, hein, tout simplement. Mais on partait, moi j'avais fait un benchmark en interne, ensuite on est parti sur un focus group qui a été mené en distanciel, avec un tout petit groupe, 6 participants. Alors au début on se dit, 6 participants, c'est pas beaucoup quand même, est-ce que ça va être vraiment représentatif? En réalité oui, si on choisit bien les 6 personnes, on retire énormément de choses de cette première approche, et puis après évidemment il faut la compléter avec toute une batterie d'entretiens semi-directifs menés sur les sites. Ici c'est particulièrement important parce que le muséum, vous avez compris, c'est une famille de sites avec des types des collections qui sont très différentes finalement, collections vivantes, collections inertes, et puis des sites qui sont vraiment très dissemblables. Entre le musée de l'homme et la galerie de l'évolution, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc on a un seul grand établissement, comme on dit souvent en interne. Pierre, il faut faire établissement. Donc il faut essayer de se mettre d'accord sur des concepts communs, alors qu'on se ressemble finalement pas trop, si ce n'est sur les thèmes qu'on aborde. Et puis enfin, une étude quanti avec 600 questionnaires par emailing et face à face. De là, qu'est-ce qui ressort? Tu me dis, Olivier, je suis sur le timing. Alors, ça c'est juste un exemple, je l'ai choisi parce que ça illustre un peu le type de rendu qu'on a avec cette étude menée par le GC. C'est bien présenté quand même, il faut le dire. C'était très lisible, très compréhensible, parce que parfois ce qu'on redoute, c'est de se retrouver avec des tableaux, effectivement, des diagrammes, des choses, et de se dire, bon ok, je ne suis pas plus avancé qu'avant, parce que comment je démêle tout ça? Donc là, c'était bien organisé. Alors j'ai pris celle-là presque au hasard. C'est juste pour vous donner une idée un peu de la structure, une des structures de clientèle. Vous voyez, on a des sites quand même qui, pour certains, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle, ça c'est un autre débat, mais qui fidélise quand même beaucoup. Vous voyez, le parc zoologique de Paris, c'est quand même 69% d'habitués. Donc quelque part, ça pose quand même un petit souci, et c'est pour ça aussi qu'il y a une recherche de nouvelles propositions de médiation. Puis après, on voit des choses, mais qui étaient un peu imaginées au départ. Dans le panel, on a une surreprésentation des femmes. Bon, là, ok, là aussi, je ne vais pas lancer le débat. Olivier, tu pourras l'évoquer. Juste là, on était bien sur on n'est pas sur l'ensemble des publics de chaque lieu, on était sur les publics qui viennent accompagner au moins d'un enfant de 8-11 ans. Et oui. Mais bon, on n'empêche. Bon, bref. Ne lançons pas ce débat. Alors, si après, si vous voulez, mais pas tout de suite, on n'a que 3 minutes. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc là, quels étaient finalement les usages qui étaient recherchés à travers cette étude? Évidemment, préciser la cible. Alors, c'est là où on va retrouver, je ne vais pas toutes lister, ça va être trop long, mais on trouve des questions qui apparaissent au fur et à mesure. On se dit, on a fait un vrai choix, on est content, dans un collectif, c'est les 8-11 ans, c'est notre cible, on le sait par cœur, tous les médiateurs le disent sur site, c'est ça qu'il faut, ok. Mais si on fait un kit de médiation pour la famille, comment on fait quand la famille se compose aussi d'enfants qui n'ont pas 8-11 ans, qui ont 4, 5, 6? On les met de côté et on s'est vite dit tous, non,
il va bien falloir les intégrer. On ne peut pas imaginer que le gamin ou la gamine de 8-11 ans est tout seul avec son kit pendant que la famille, les parents, les grands-parents sont en train de s'occuper des petits. Donc on s'est posé des questions et on a testé le public là-dessus pour vérifier, pour leur dire au fait comment on le gère avec la fratrie. Voilà. Ce type de questions. Ensuite, la question élémentaire. Est-ce que vous trouvez que le kit c'est une bonne idée? Et là, faut s'attendre vraiment à tout. Il ne faut pas avoir peur de se faire peur. D'accord, parce qu'il faut accepter la règle du jeu. Le public peut être en complet désaccord avec le super concept qu'on a sorti au bout de 3 ateliers de co-conception en interne. Bon voilà, puis après tester le format, identifier les contenus, s'assurer aussi de l'acceptation de la dimension numérique. Grand débat en interne au muséum pour savoir, oui mais ok c'est bien gentil, on veut faire du numérique parce que c'est tendance, parce qu'on sait qu'il y a un besoin, mais on n'a pas envie que les enfants, qui sont toute la journée collés devant un écran, on vienne les remettre encore devant un écran alors qu'on a nos belles collections, nos beaux animaux, nos jolis thèmes sur, etc. Voilà. Donc il y a eu tout un jeu là-dessus sur se dire, ok on en a besoin, qu'est-ce qu'on accorde comme place, jusqu'où les publics sont prêts à aller, parce qu'eux aussi sont conscients de ça, ils sont confrontés à ça. Alors, au final, quels sont les apports décisifs? On a appris beaucoup de choses. D'abord, sur le point que j'évoquais tout à l'heure, oui, le public nous dit il faut associer les plus petits. Vous ciblez les 8-11 ans, c'est très bien, c'est très gentil, mais on ne va pas se couper en deux, on veut une expérience familiale, donc forcément inclusive au sens de on englobe tout le monde. Donc débrouillez-vous, l'acteur principal c'est le 8-11 ans, c'est lui qui a la maîtrise de la tablette, de l'outil principal de visite, mais les petits, il faut que d'une manière ou d'une autre ils soient associés. Ok, on verra comment on s'en charge. Rendre l'enfant autonome de 8-11 ans. On a eu un doute là-dessus. Quand on a vu arriver les questionnaires, on s'est dit, ah tiens, c'est bizarre, les gens disent, finalement, donnez l'outil au gamin et puis mettez-le en autonomie. Mais en relisant les réponses, on a compris qu'il y avait un autre sens à donner. C'est pas, avec la famille, on est d'un côté et l'enfant est de l'autre, c'est pas ça. C'est lui qui a l'outil numérique, c'est lui qui le pilote, mais toute la famille est associée. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui peuvent peut-être paraître évidentes, mais qui ne sont pas en réalité et que l'étude nous a permis vraiment de clarifier. Sur le côté aussi ambivalence numérique totale, il y en a marre du numérique, et en même temps, votre médiation là, à base de cartels et de vitrines, vous pouvez pas nous rendre des trucs un peu plus interactifs? Oui, d'accord, vous voulez quoi? Je sais pas, un truc avec un écran par exemple. Donc, je trouvais la juste part des choses, et ce qu'on voit, c'est dans la diapo suivante, Olivier, on peut la passer, je crois, voilà. C'est que, alors celle-là, elle était vraiment très très importante, d'une part parce qu'on nous dit, avec tout un tas de précautions sur le numérique, oui, attention, machin, on peut faire des trucs physiques, mais 88% des répondants, quand même, attendent du numérique. Variable selon les sites. Quand on est sur le parc zoologique, il y a une moindre attente sur le numérique. Et le deuxième enseignement qui était très important pour ce projet, c'est le public qui nous dit on ne veut pas utiliser notre smartphone, on ne veut pas utiliser nos tablettes, vous allez nous prêter le matériel. Et pourquoi? On s'en doute, j'aurais pas la batterie, j'aurais pas suffisamment de mémoire, je peux me prendre la tête à télécharger le truc. Et on avait un vrai problème aussi de réseau Wi-Fi sur les différents sites. Donc ça, c'est un élément aussi, si on fait un kit de médiation pour les familles, on doit penser qu'on va devoir le prêter au public. Voilà, je ne vais pas plus long là-dessus. Et en conclusion, je dirais que cette étude, elle est vraiment fondamentale parce que sinon, en co-conception, il y a un moment où on est obligé de s'arrêter. Parce qu'on se rend compte qu'on est en train de bosser entre gens qui connaissent par cœur les parcours de visite, qui connaissent par cœur le métier de médiation, qui certes connaissent bien les publics, mais on ne peut pas se mettre dans la tête des gens qu'on accueille. Surtout quand il faut amener quelque chose qui est nouveau pour le muséum et nouveau pour le public. Donc aujourd'hui, ça nous a amené cette étude à remettre quelques éléments en question. Et il y a notamment un aspect, je terminerai là-dessus, qui est peut-être le plus stressant, c'est qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui quelle forme va prendre ce kit. On sait qu'on est sur du numérique, il y a forcément une tablette qui se balade quelque part, mais on a imaginé que l'expérience soit hybride, ça aussi c'est ce qui ressortait de l'étude, donc les gens veulent aussi des crayons de couleur, veulent aussi du papier, des origamis, des choses comme ça, il faut qu'on réussisse à assembler tout. Et donc on va rester en co-conception, on va lancer un appel d'offres dans le courant de l'été, aller chercher un designer, et on va lui dire voilà, on a des éléments dont on est sûr, et puis tout un tas d'autres qu'on ne sait pas, et notamment, le plus important, on ne sait pas ce qu'on veut. Et là, vraiment pour terminer, on a un public qui nous dit le mieux pour nous, ça serait un petit gilet d'explorateur. Et ça, tous les gens sont d'accord dans l'étude, vraiment, plutôt que le sac à dos, la mallette ou quoi, le petit gilet avec plein de poches, super.
sauf qu'au muséum, le gilet, c'est juste ingérable. Donc là, on va se trouver dans ce qui peut arriver avec ce genre d'études, c'est qu'on ne va pas suivre une des demandes principales du public, juste parce que techniquement, on ne sait pas faire. Voilà, merci. Bonjour. On va prolonger du coup les retours d'expérience sur l'usage des études préalables. Juste pour situer le contexte, le titre tout à l'heure, Olivier, tu avais décrit expérience utilisateur. C'est expérience visiteur et études des qualités, rattaché au sein de la direction du développement culturel et des publics. Et donc on travaille sur la connaissance des publics au sens large, en pilotant et en coordonnant tout un tas d'études qualitatives, quantitatives, analyse de données, etc., dans une optique de mieux saisir ce qui fait sens pour nos publics et essayer de qualifier du mieux possible le sens de l'expérience donnée à la visite. Ici, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier qu'on a fait. Donc, on travaille déjà avec le cabinet GECE dans le cadre de notre observatoire permanent des publics, donc une enquête annuelle qui est menée au long cours toute l'année depuis déjà quelques années, qui se fait à la fois en fin de parcours in situ, mais aussi on a dupliqué le questionnaire en ligne par rapport à la réouverture, on va dire, post-confinement et aux nouvelles contraintes qui s'imposaient à nos publics. Et donc c'est un petit peu en complément de ces outils existants que cette étude préalable, qui pour nous s'inscrivait dans le cadre d'une réflexion qu'on avait, d'une évolution possible de notre politique tarifaire. Alors pas la politique tarifaire au sens global, c'était plutôt de réfléchir à nouveau sur le prix d'entrée, à la différence des institutions dont on vient de parler. On est relativement un jeune musée, donc 8 ans après l'ouverture en décembre 2014, donc on avait à l'origine déjà pas mal travaillé cette question du positionnement du tarif en lien avec la philosophie du musée. On est sur un principe de biais unique qui permet de voir autant les salles permanentes que temporaires. Un tarif qu'on avait fixé à l'époque à 9 €, donc pour voir l'ensemble de l'offre. Et on avait tenu compte déjà à l'époque des études qui existaient, qui étaient disponibles dans la littérature, qui montraient qu'il y avait un petit peu des seuils de renoncement qu'il fallait éviter de franchir si on voulait quand même rester accessible. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel cette réflexion elle a été réactivée dans un contexte de crise qu'on a tous connu. Donc cette politique tarifaire qui était restée inchangée depuis l'ouverture et un contexte de baisse de fréquentation lié bien évidemment à la crise. Et du coup, on a voulu réfléchir plusieurs années après sur ce qui avait finalement permis de faire un certain nombre de choix et de regarder donc de façon assez fine quels éléments tangibles on pouvait essayer d'avoir pour pouvoir orienter et nous aider dans ces choix. Donc voilà, en termes d'enjeux, c'était donc revoir un petit peu les principaux fondements, réfléchir aussi sur l'impact économique, mais aussi les enjeux, on va dire la question de l'acceptabilité sociale, de l'impact de telles mesures. Donc on a fait une première analyse en interne, fine, de nos données de billetterie, en regardant la part des gratuités, des réductions, le poids que ça représente par rapport à notre fréquentation globale, etc. Et on avait besoin effectivement de compléter toute cette réflexion en interne par une étude complémentaire. Je peux peut-être juste passer. En termes de démarche, ce qu'on a fait, c'est d'abord on a échangé avec des professionnels du secteur pour voir un petit peu comment ils s'étaient pris d'un point de vue méthodologique pour faire évoluer leur politique tarifaire. On a fait cette étude diagnostique, nous, d'abord en interne. Dans le cadre du baromètre annuel que j'évoquais tout à l'heure, on a ajouté des indicateurs qui étaient donc auprès de nos publics, des indicateurs qui permettaient de voir comment, au vu de leur expérience, ils jugeaient finalement le tarif d'entrée, en réexpliquant à chacun, parce qu'on peut avoir bénéficié de la gratuité et du coup pas être complètement concerné par le sujet, mais simplement d'évoquer, au vu de l'expérience,
Sachez que le billet d'entrée est à 9 €, valable à la journée, qui permet de voir l'ensemble des expositions. Est-ce que vous jugez ce tarif excessif, raisonnable ? Donc voilà, on avait ajouté des indicateurs, et en ajoutant un autre qui était quel prix il consentirait à payer si ce tarif d'entrée devait évoluer. Donc ça nous a donné dans un premier temps des éléments assez tangibles de la part de notre visitorat. En parallèle de ça, on a fait un petit benchmark pour savoir comment notre politique tarifaire et notre tarif d'entrée se situaient au sein d'autres institutions, on va dire, comparables, à l'échelle à la fois locale, nationale, et on a aussi regardé quelques exemples à l'étranger. Et puis, dernier volet, c'est l'enquête qu'on a menée avec le cabinet GECE, donc une enquête habitant à l'échelle de la métropole et un peu plus largement Rhône-Alpes sur vraiment cette question du consentement à payer et on va dire nos hypothèses d'évolution. Sur la partie méthodologique, à la limite, s'il y a des questions, c'est pareil, parce que le mode de recrutement, moi, c'était pas une modalité d'enquête qu'on avait déjà éprouvée ou expérimentée. Donc un recrutement via les réseaux sociaux avec des publicités suggérées, ciblées. On a visé un échantillon de 1230 répondants, redressé avec la méthode des quotas. Et puis on a quand même précisé, on a quand même fait une question filtre qui permettait de cibler sur l'action quand même des pratiques culturelles. Donc on a, du fait du confinement, on est revenu à une cible qui permettait de filtrer sur une pratique, au moins une des pratiques parmi une visite du musée, d'exposition, un site, assister à une conférence ou assister à un spectacle, au moins une fois depuis 2018. Pour pas être... Voilà, on n'était pas non plus sur une enquête habitant visant à connaître le non-public, par exemple. Donc on avait quand même ajouté cette question filtre pour resserrer un petit peu la focale. Voilà, pour dire vite. Mais en termes d'usage, mais comme le disaient mes collègues, enfin Bertrand aussi tout à l'heure, c'est vrai que ces enquêtes, elles permettent d'objectiver aussi un certain nombre d'intuitions qu'on peut avoir et de voir, voilà, concrètement, j'ai pas mis de résultats ici parce que c'était pas non plus la commande de la part d'Olivier, c'était qu'on explique plutôt dans quel contexte ce type d'études sont utilisées et puis au final à quoi ça nous sert. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des données tangibles, objectivées, qu'on partage à l'échelle de la direction, du conseil d'administration. Elles sont vraiment complémentaires avec les autres données qu'on avait déjà recueillies. Pour nous, c'était la première fois qu'on mettait en place une enquête à l'échelle du territoire, plus largement en dehors du musée. Donc on a eu des éléments précieux sur la notoriété, qu'elle soit spontanée ou assistée. Ça nous a permis d'identifier aussi pas mal de freins, c'est-à-dire est-ce que, pour des publics qui sont qui ont peu l'habitude de visiter des musées, quelle image ils ont du musée, un certain nombre expriment le fait que c'est un lieu intimidant. On a pu voir aussi une part non négligeable de publics qui finalement méconnaissent et l'institution et son offre, sa proposition culturelle, son positionnement. Il y a même une surestimation du tarif, c'est-à-dire qu'on est on va dire un relativement grand musée à l'échelle de la métropole et on s'imagine que le prix d'entrée n'est pas à 9 €, mais bien plus. Donc voilà, une méconnaissance, que ce soit du positionnement tarifaire, des propositions de médiation, etc. Donc voilà, et on a les statistiques en face. Donc ça, c'était intéressant pour nous de voir ça. Et puis vraiment centré sur la question du positionnement tarifaire, on voit vraiment finement on va dire les seuils d'acceptabilité par profil. Et en particulier, on va dire une frilosité, voire une réticence plus forte du public local en particulier. Donc voilà, ça permet aussi d'identifier ce type de résultats. Donc pour nous, c'est une réflexion qui est en cours parce que effectivement, quand on a lancé ces études, on était dans une dynamique un peu différente, dans un contexte maintenant de crise et assez incertain. On était en train d'échanger tout à l'heure sur le fait que notre public ne revient pas,
assister à nos conférences. Enfin voilà, et on voit quand même des changements de pratiques qui évoluent et un contexte qui est encore incertain. On le voit sur le fait qu'on ne se projette pas de la même manière pour prendre un pass annuel et s'abonner parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir d'autres périodes de fermeture ou autres. Donc on va dire qu'il y avait une opportunité de lancer cette étude et maintenant c'est vrai qu'on est aussi sur... à la fois on mesure mieux les risques potentiels qu'on prend, les différents seuils d'acceptabilité d'une évolution tarifaire et puis les enjeux aussi, voilà, à quel moment dans l'année ce serait intéressant ou pas de mettre en place cette politique. Est-ce qu'on attend une date anniversaire? Est-ce qu'on attend un grand projet ou une nouveauté? On a eu depuis l'ouverture d'un nouvel espace permanent, on propose aussi des formats de médiation gratuits qui sont intégrés quelque part au billet d'entrée. Donc voilà, on est plus au fait sur un petit peu les risques, à la fois les leviers, les opportunités, et donc c'est réellement aussi pour nous un outil d'aide à la décision, voilà, d'une démarche qui continue et qu'on va acter, mais peut-être pas dans l'immédiat, parce que voilà, le contexte est un petit peu encore incertain, et dans un contexte d'inflation, c'est compliqué d'envisager tout de suite de réévaluer à la hausse notre billet d'entrée, mais en tout cas, on a tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de faire des choix. Bonjour, Olivier Richard, donc je travaille à l'Observatoire des publics à Universcience, donc qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais des découvertes, et on travaille notamment sur l'ensemble des observatoires permanents des publics et des études de réception plus classiques. Est-ce qu'on va vous présenter très rapidement, si j'ai bien compris, parce qu'il nous reste à peu près 30 secondes. 1 minute. C'est une démarche qu'on remet en place avec les équipes de conception muséographique, qui est vraiment d'accompagner les concepteurs sur des projets d'exposition. Et en l'état, c'est à la demande de l'équipe qui travaille sur ce projet, donc on est en 2020, qui travaille sur un projet d'exposition sur le cancer, à la Cité des sciences et de l'industrie, avec beaucoup de questions autour du degré d'acceptabilité sociale et des visiteurs potentiels d'une exposition sur ce thème, et en particulier d'une exposition sur ce thème à la Cité des sciences et de l'industrie. L'idée, ce n'était pas d'alimenter en contenu, parce que pour ça, il y a des experts qui font ça très très bien. Il y a l'INCA qui fait beaucoup de choses sur l'image de la maladie et la connaissance de la maladie dans la société. C'était vraiment de comprendre dans quelle mesure un thème sensible, qui n'est pas, qui est scientifique, mais qui est très médical et qui a beaucoup qui est assez sensible dans la population, pouvait ou pas prendre place dans une exposition à la Cité des sciences. C'est vraiment l'idée d'évaluer l'attractivité. Et on est en 2020, donc on a aussi ces problématiques d'épidémie qui visiblement ont touché beaucoup tout le monde. Et il fallait à la fois sur un sujet difficile un peu complexe, et il fallait réinventer aussi des méthodologies, ce qu'on a fait avec GC, où on a mis en place une étude qualitative et également une étude quantitative sur la base des éléments identifiés dans l'étude qualitative pour mieux les comprendre, les approfondir et les objectiver. Notamment la phase qualitative, ça a fait l'objet d'animation d'un forum en ligne sur WhatsApp pendant 3 jours, donc avec une série de questions qui étaient publiées chaque jour et une discussion dirigée mais relativement libre. On avait un peu peur du risque de dérapage, où ça parte un peu dans tous les sens. Ça n'a pas du tout eu lieu, y compris un dimanche, donc il n'y avait pas de modération, on avait le débat qui était ouvert et libre et qui est assez poursuivi de manière tout à fait constructive. Sur la base des résultats de cette phase qualitative, on a donc construit derrière un questionnaire en ligne pour objectiver un certain nombre de points, donc auprès de 1000 participants via un panel visiteurs-non-visiteurs, pour plus approfondir les questions sur les sous-informations sur le cancer, l'opinion pratique et contexte RX, mais aussi et surtout le degré d'intérêt pour une exposition sur ce thème à la Cité des sciences, et les modalités préparation de visite attendue, qui sont des points qui sont sortis de la phase qualitative. Rapidement les résultats et les usages. Donc la partie qualitative nous a vraiment apporté une confirmation du fort potentiel du thème, avec de multiples dimensions bien au-delà de simplement les questions scientifiques et médicales, mais des attentes très très fortes de la part. Donc dans le panel, on avait des gens qui connaissaient la Cité des sciences et d'autres non. Vraiment une attente très très forte marquée pour une exposition confortable.
Et pour ça, notamment, des attentes avec ces équilibres nombreux, mais aussi un besoin vraiment affirmé d'avoir une certitude de connaître a priori le confort de la visite dans lequel je m'engage. C'est-à-dire avoir des éléments vraiment pour être sûr qu'on ne rentre pas dans quelque chose de trop médicalisé ou sur lequel je vais m'engager avec beaucoup de représentation et en tous les cas qui ne me heurte pas. Et il y avait vraiment une attente très très marquée sur cette partie-là. Et au-delà d'une très forte curiosité pour une exposition sur ce thème, une grande confiance donnée à l'établissement. Le fait d'être à la Cité des sciences et de l'industrie, on a tout l'imaginaire ou l'expérience du site, du lieu et de l'institution qui accompagne la proposition et qui construit quand même une confiance. C'est cette confiance qu'on a également testée à travers l'étude quantitative, donc je vous amène directement sur les résultats majeurs, où là vraiment, donc à travers l'étude quantitative, on a pu vraiment avoir 3 groupes de visiteurs où on a vraiment la connaissance préalable du lieu. Plus les gens sont venus récemment, plus ils sont prêts à venir et sans aucune crainte et avec des décrets des intentions, enfin des besoins d'accompagnement, de préparation à la visite différenciés. Donc on voit que ceux qui connaissent, qui ne sont certainement pas prêts à venir voir une exposition sur ce type, sont plus souvent que les autres, ceux qui n'ont jamais entendu parler des sciences, et au contraire, ceux qui viendraient sans aucune crainte sont ceux qui l'ont visité il y a moins de 5 ans. Donc à partir de là, quand on groupe tous ces résultats, on arrive à une typologie presque des visiteurs potentiels entre des visiteurs convaincus qui, eux, connaissent l'établissement, viennent sans aucune crainte visiter l'exposition sur ce thème, et y compris avec des enfants de moins de 10 ans. Alors qu'à l'extrême, on a vraiment un public réfractaire qui sera sans doute beaucoup plus difficile à faire venir puisqu'ils ne connaissent pas l'institution, et s'ils viennent, ça sera seul. Voilà. Globalement, très rapidement, les conclusions majeures de l'étude, on avait ces 3 grands groupes de visiteurs potentiels. Ça a été transmis à l'équipe de conception, bien sûr, du projet, mais aussi à l'ensemble de la chaîne de préparation, de la communication autour de l'exposition, pour mettre en place, et là c'est plus notre rôle, mais c'est vraiment le rôle de la communication, mettre en place ces stratégies ad hoc en fonction de ces groupes de visite. Est-ce qu'il faudra utiliser ces publics convaincus comme ambassadeurs pour aller chercher ceux qui sont intéressés et assez éloignés, et quelles sont les stratégies à mettre en place pour aller toucher ce public plus réfractaire, et on sait via l'étude et statistiquement que alors il n'y a pas de rapport entre les données socio-démographiques et les intentions de visite, mais en revanche la connaissance préalable de l'institution, c'est elle qui est vraiment le pivot qui permet d'aller aussi caractériser la socio-démographie des visiteurs selon les groupes. Voilà, donc ces stratégies sont en train d'être mises en place puisque l'exposition ouvrira non plus en avril 2022, mais elle ouvrira en septembre 2022 pour fermer en août 2023. Donc voilà, si voilà les résultats en tous les cas en termes muséographiques, c'est à partir de cet automne à la Cité des sciences et de l'industrie. Merci. Merci, on a terminé, on n'a pas le temps aux questions. Je crois pas, c'est pas très grave. Si vous voulez, si vous avez des questions ou poursuivre les discussions sur des projets d'études ou même avec les intervenants, vous pouvez venir. Il y a un petit buffet froid et un verre offert dans 10 minutes au stand. Donc pour ceux qui veulent poser des questions ou discuter tout simplement. Donc je vous y invite à venir sans difficulté. Et merci aux 4 intervenants d'avoir participé et d'avoir respecté le timing.